Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation ? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Tu t'apprêtes à écouter la deuxième partie de l'épisode avec V33. Si tu n'as pas écouté la première partie, je t'invite alors à te rendre dans l'épisode précédent. Et alors, quel produit V33 vous semble encore trop méconnu du grand public alors qu'il est génial, selon vous ? Alors, je pense que pour moi, c'est la peinture bois couleur d'ici. En fait, la peinture bois couleur d'ici, Que tu m'as fait essayer ce matin. C'est une peinture Exactement. extérieure. C'est une peinture extérieure, garantie 10 ans, qui a un aspect velours. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas autrement en extérieur. Cet aspect velours, donc, qui est vraiment élégant pour l'extérieur, avec un nuancier dans les demi-tons, donc on n'est pas sur des couleurs qui sont vraiment franches, c'est des couleurs qui sont bien plus déco, et ce produit-là, en plus il est hyper agréable à appliquer, il est super bien sous le pinceau. Moi, On est sur de l'acrylique en plus. On est sur une peinture acrylique, donc une peinture à l'eau, mais qui pour autant est hyper résistante dans le temps. Enfin, moi, c'est vraiment... Et tu veux que je te dise, Fanny, en plus, on a réussi à mettre une partie de résine biosourcée, donc à résine végétale. Enfin, on a vraiment beaucoup travaillé aussi l'emballage qui est un emballage plastique très très pratique pour le consommateur, un emballage recyclé recyclable. En fait, et aussi alors c'est une peinture extérieure, mais on a quand même travaillé les composés organiques volatiles. En fait, on l'a vraiment poussé aussi très loin sur le curseur développement durable. Donc, je rejoins aussi Fanny, même si moi je donnerais un autre coup de cœur, mais Alors, c'est quoi ton coup de cœur ? alors moi, du coup, c'est la gamme rénovation, là, les peintures. Voilà, je pense que c'est comme si elles transforment, et en fait, elles font des utilisateurs, des bricoleurs hors pair et des décorateurs hors pair. En fait, elles sont, pour moi, c'est la peinture waouh, parce qu'effectivement, les avant-après sur les cuisines des années 70, quand on veut changer sans tout changer, et ben ils sont quand même bluffants, et ça permet alors soit d'attendre, mais finalement aussi de se dire je mets mon argent dans d'autres projets s'il y a d'autres priorités, hein. Souvent quand on emménage dans une maison à rénover, il y a des gros travaux, et pour autant on n'a pas envie de continuer à vivre avec cette cuisine des années 70 et non plus cette salle de bain flammée dont vous parliez tout à l'heure. Et je trouve que ces peintures-là, elles sont vraiment incroyables sur la facilité même de mise en œuvre. En fait, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. En fait, c'est une peinture qui est tellement qualitative que même si on sait pas peindre, on la réussit. En fait, c'est ça le truc. C'est si on sait pas peindre, il vaut mieux prendre une peinture de qualité parce qu'on est sûr du résultat. Ça, c'est super important, en fait. Si on sait peindre, on peut prendre n'importe quoi. Globalement, on va y arriver. Si on sait pas trop peindre, autant prendre une peinture de qualité. Sur un carrelage et tout ça, on est plus sûr du résultat. Puis, il y a même au-delà, il y a même un côté vertueux, je trouve, à aller effectivement relooker quelque chose d'existant plutôt qu'aller tout jeter, tout remplacer, tout remettre en neuf. Si on est sur du mobilier fonctionnel qui répond effectivement à nos besoins, qui a juste besoin d'un petit coup de frais, et pour le coup, effectivement, c'est exactement mon cas dans notre cuisine, puisque les auditeurs le savent, je viens d'acheter une nouvelle maison et je suis en pleine rénovation. Et nous, on est typiquement sur une cuisine des années 70-80 qui est en bois massif. Donc, elle a été hyper bien pensée par un menuisier, et c'est quand même de la belle matière. Moi, quand j'ai
en bonne archi d'intérieur, j'ai voulu concevoir une nouvelle cuisine, j'ai tout imaginé, j'ai tout mis dans mon SketchUp et en fait, je me suis rendu compte qu'au bout du compte, c'était à peu près la même cuisine que j'étais en train de faire. Donc pourquoi aller racheter des meubles, des caissons standards et avoir une cuisine comme tout le monde finalement, alors que finalement avec 3 coups de peinture, on peut à peu de choses près obtenir le même résultat et ça sans faire autant de déchets. Donc effectivement, j'inviterais à se poser quand même des questions toujours avant de se lancer dans un gros projet. Est-ce qu'on peut pas faire autrement Et puis c'est vrai que moi mon regret c'est que ces solutions-là en fait elles sont peu connues. C'est vrai qu'on le sait pas, on le sait trop peu et peut-être c'est nous aussi on le dit pas assez. Et puis donc on en profite grâce à toi. Un peu connotées, toujours on se pose la question, est-ce que ça va vraiment durer dans le temps? Est-ce que c'est pas un mal pour un bien et finalement dans 6 mois, il faudra quand même que je rechange ma cuisine parce que ça tiendra pas au bout du compte. Enfin, c'est vrai qu'on a toujours un peu, mais peut-être, je ne sais pas si c'est lié au fait que au démarrage, ce genre de peinture était pas aussi performante, peut-être. C'est plutôt lié au fait que c'est peu connu quand même comme solution. C'était très connu du temps de Déanco et de Valérie Damido. J'allais le dire. Voilà, mais ça n'a pas laissé du coup un souvenir impérissable sur la qualité des projets. Voilà, il y a ça. Et puis surtout, maintenant, on en parle beaucoup moins. Et donc, c'est vrai que c'est peu su. Donc, voilà. Très bien. Alors, si maintenant on rentre vraiment dans le vif du sujet. Non, on a parlé déjà de plein de choses, mais sur les questions d'application et de conseils pratiques. On a parlé des finitions tout à l'heure, justement. Comment est-ce qu'on choisit la bonne finition selon la pièce, selon le besoin? Dis-nous tout, Fanny. Je vais vous refaire un ça dépend. En fait, mat, satin, brillant. C'est quoi la différence déjà entre un mat, un velours, un satin, un brillant? C'est simplement la différence de brillance. En fait, les mats brillent très peu. Les velours sont en général entre 10 et 15 unités de brillance, 10 et 20, on va dire. Au-delà de 20, on est sur du satin jusqu'à 60 unités de brillance et de 60 à 100, on est sur du brillant. OK? L'unité de brillance, qu'est-ce que c'est? En fait, on mesure la brillance d'une finition avec un brillance-mètre. D'accord. Ouais. Le brillance-mètre, en fait, il va envoyer des rayons lumineux et il va mesurer quel pourcentage se reflète. Et voilà, d'où ces unités de brillance. Entre 0 et 5, on est très mat. Entre 5 et 10, on est mat. Entre 10 et 20, on est velours. Et au-delà, satin et brillant. Voilà. Donc, la réflexion de la lumière, en fait, elle va avoir une incidence sur notre perception de l'espace, sur notre perception des défauts, donc des défauts du support, des défauts d'application, des défauts qui peuvent arriver dans le temps. Donc, globalement, si on veut au maximum masquer les défauts, on se met sur du mat. Parce que le mat, lui, il va masquer les défauts et d'application et du support. C'est pour ça que la majeure partie des peintures plafond sont très mates, pour justement que en lumière rasante, on voit pas les défauts. Si on veut un aspect un petit peu plus chic, un petit peu plus élégant, on va partir sur des velours qui vont que très légèrement refléter la lumière et qui peuvent mettre en valeur, sans être clinquants, des moulures, des boiseries, des choses comme ça. Le velours, ça donne vraiment un effet un peu plus chic. Les satins, on va les utiliser beaucoup dans des pièces humides, dans des pièces qui sont très soumises aux tâches ou aux agressions du quotidien. Et le brillant, on reste sur quelque chose d'un petit peu audacieux. Alors, souvent on le réserve aux boiseries, mais on pourrait imaginer un mur en brillant. Mais si on imagine un mur en brillant, il faut qu'il soit impeccable. C'est-à-dire ratissé, enduit gras, sous-couche, etc. pour que le rendu final soit nickel, parce que le brillant, lui, il pardonne pas avec les défauts. Voilà. Maintenant, à savoir que quand on choisit du mat, enfin, on peut choisir du mat pour une cuisine. Maintenant, on a des peintures qui sont à la fois mat et en même temps lessivables et résistantes aux taches. Il faut faire une distinction. Qui n'a pas toujours été le cas. Non. Ah non. Bien le mat
enfin même encore maintenant en fait, la majeure partie, même des vendeurs des magasins, même des professionnels considèrent que le mat n'est pas lessivable. n'est pas ni lessivable, ni résistant, etc. On fait des mats maintenant dans nos gammes résistées extrêmes ou même colorissime, blanc perfection ou même en colorissime. Très bien. Ouais. C'est des mats qui donc sont lessivables, c'est-à-dire qu'on peut les frotter sans enlever la peinture. Si ça vous est déjà arrivé de nettoyer une tache et d'avoir l'éponge toute blanche parce que toute la peinture part avec, bah c'est ça, une peinture non lessivable, c'est ça, on enlève la peinture quand on la frotte. Et une peinture résistante aux taches, c'est une peinture dans laquelle la tache s'incruste pas. Parce qu'on peut avoir une peinture qui est lessivable, on la frotte, on l'enlève pas, mais si la tache elle a migré dans la peinture, on n'enlèvera pas la tache. Donc c'est important d'avoir des produits qui soient et lessivables et résistants aux taches. Et on a certains mats maintenant, voilà, c'est le cas des gammes que je disais tout à l'heure, qui sont à la fois les deux et donc qui peuvent permettre tout ce qu'on veut dans les cuisines, par exemple, quoi. Ce que j'ai fait chez moi aussi. Et alors, est-ce qu'on doit toujours mettre une sous-couche? Enfin, à quoi elle sert? Et est-ce qu'elle est indispensable? Alors, derrière sous-couche, il peut y avoir 2 produits. Il peut y avoir une impression ou un primaire. Les deux sont des sous-couches, ok? Là, c'est un tout petit peu technique. Une impression, c'est quelque chose qui va bloquer la porosité du support. Un primaire, c'est un produit qui va favoriser l'adhérence, ok? Donc, si on parle, en général, quand on parle de sous-couche, on parle souvent d'impression. Donc, un produit qui va venir bloquer la porosité du fond. En tout cas. Pardon ? Quand on parle de peinture, quand on parle de peinture, en tout cas. Exactement. Non, quand on parle de peinture, on peut aussi parler de primaire. Si par exemple, on a des primaires pour des surfaces lisses, une sous-couche qu'on viendrait mettre pour l'adhérence sur des surfaces lisses, c'est en fait un primaire. Oui. Voilà. Donc, mais comme tu nous as dit tout à l'heure qu'on n'en avait pas besoin. Exactement. En fait, sur des murs, si on veut vendre une sous-couche, on peut en fait. Mais l'objectif de la sous-couche étant de bloquer la porosité du fond et pas d'avoir un espace tout blanc avant de repeindre par-dessus, on ne va mettre une sous-couche que sur des fonds neufs et bruts. C'est-à-dire, j'ai une pièce qui est déjà peinte, j'ai pas besoin de mettre de sous-couche. Je vais préparer mon fond. Si je suis dans une cuisine, je vais lessiver pour qu'il n'y ait pas plus de traces de gras sur les murs. Éventuellement, si je suis sur un satin ou un brillant, je vais égrener pour bien favoriser l'adhérence. Mais je n'ai pas besoin de mettre une sous-couche et c'est pas la sous-couche qui va créer l'adhérence qui serait pas existante, parce qu'on l'a dit, c'est une impression, c'est pas un primaire. Ok. Super. Et du coup, si tu as une peinture glycéro, tu vois, typiquement dans ta cuisine, là, où tu nous dis il suffit d'égrener. Voilà. Une vieille peinture glycéro, il faut lessiver et bien égrener. Par contre, là, l'égrenage, il est capital. Alors, si on est sur une très vieille peinture, genre la maison de ma grand-mère, je me rappelle, tout était bien brillant sur les murs et c'était devenu jaune parce que c'était de la vieille glycéro. C'était je me dis cette peinture-là, si j'avais dû la repeindre, je pense que j'aurais mis de la réno pour être sûr que ça adhère bien, par exemple. Mais sur des glycéros, j'ai envie de dire satin ou mat actuel, un bon égrenage est suffisant pour l'adhérence. Ok. Donc, pour résumer, la sous-couche en guise d'impression est indispensable quand on doit bloquer le support, donc sur une plaque de plâtre dans du neuf ou dans du réno. C'est ça. Ou un enduit de lissage, un mur enduit. Ou du plâtre, on vient de retirer un papier peint, c'est plâtré en dessous, on met une sous-couche, c'est rare. Mais oui, quand on est sur des fonds bruts et poreux. Et à quoi sert-elle, du coup, dans ce cas-là, la sous-couche?
Elle va bloquer, mais elle va bloquer la porosité du fond, va permettre d'avoir immédiatement un rendu qui soit bien. La sous-couche, je vais rajouter un truc qui est hyper important. Elle est hyper importante sur des papiers à peindre, notamment la toile de verre, des choses comme ça, parce que ce sont des fonds qui sont très très absorbants. Si on bloque pas le fond, on va utiliser des hectolitres de peinture en fait. Donc c'est important de bien bloquer le fond avec la sous-couche pour justement avoir un résultat qui soit nickel en une ou deux couches de peinture. Oui, puis comme l'objectif de performance ne sera pas le même entre la sous-couche qui est là pour bloquer le fond Exactement. et la peinture qui aura d'autres objectifs, effectivement, vaut mieux éviter d'aller mettre trop de litres de peinture alors que ce sera pas l'objectif. Enfin, ouais, puis surtout que ça va te coûter une blinde, c'est surtout ça le truc. Ok. Et tu nous as parlé tout à l'heure effectivement du changement de perception des espaces selon la finition, mais on peut aussi dire que la couleur peut changer en fonction de la lumière. C'est aussi quelque chose auquel il faut penser. Auquel il faut penser. Effectivement, une couleur sur un nuancier, elle va jamais rendre exactement la même chose chez soi. Et en plus, selon l'exposition, selon la couleur qu'on a à côté, c'est quelque chose qu'on doit quand même prendre en considération quand on vient chercher ça. C'est hyper important. C'est hyper important. Nous, c'est des remontées qu'on a assez régulièrement de la part de clients disant j'ai acheté votre beige machin, mais en fait il est un peu rose. En fait alors déjà parfois oui il est un peu rose ce beige en fait, mais en magasin, suivant l'éclairage, suivant les couleurs environnantes, suivant le nombre de mètres carrés qui sont peints, on perçoit pas la couleur de la même façon. Donc on a pour ça développé pas mal d'outils en fait. On a des formats testeurs, des tout petits formats pour venir tester chez soi et être sûr que ça convient bien. Moi je le dis tout le temps, effectivement, il faut tester chez soi avant de se lancer. On a aussi les cartes A4 en fait, c'est des cartes au format A4 avec la réelle couleur appliquée pour pouvoir mettre chez soi sur différents murs, parce que d'un mur à l'autre, on va pas percevoir la couleur de la même façon, et ça peut permettre aussi d'associer les deux couleurs en se disant est-ce que finalement elles vont bien ? Est-ce que si je les mets comme ça par rapport à la lumière les deux, est-ce qu'elles vont bien ? Parce que forcément une couleur va se refléter sur l'autre, donc elles vont s'influencer les deux. C'est vachement important de se mettre le plus possible aux conditions du réel, que ce soit avec les peintures, que ce soit encore plus avec les produits bois. Les produits bois étant transparents, le résultat final va dépendre de l'essence de bois, de l'ancienneté du bois, de sa porosité, de sa préparation, etc. Donc aussi pour nos produits bois, on a les petits formats testeurs pour qu'on se dise pas oh non mais j'ai pris du chêne clair mais c'est beaucoup trop clair, en fait c'est pas ce que j'attendais. Oui, parce que ce que tu vois sur le papillon de teinte est pas forcément le résultat que tu vas avoir, parce que le bois est pas le bois du papillon de teinte en fait. Voilà. Et est-ce que tu conseilles du coup dans ce cas-là, quand on vient se procurer un échantillon pour faire un test chez soi, de faire 2 couches comme il faudrait le faire dans la vraie vie ? Alors, sur de la peinture, pas forcément, parce que la peinture, si en une couche le résultat est bien, ce sera pas d'une couleur différente avec la deuxième couche. Ok. Par contre, avec les produits bois, oui, et que tous les produits transparents, c'est important parce que le nombre de couches va avoir une incidence sur la couleur finale. Ouais, tout à fait. Ok. Et alors, quelle quantité de peinture il faut prévoir ? Je sais que vous avez un outil sur votre site. Tu vas me dire ça dépend. Mais bien sûr. Mais est-ce que tu peux nous dire un peu, déjà au moins, comment on calcule ? En fait, il faut simplement calculer un nombre de mètres carrés, sachant que on mesure globalement la hauteur par la largeur, et puis on trouve le nombre de mètres carrés qu'on a à peindre. Souvent, les gens me disent t'as combien de mètres carrés ? Ma pièce elle fait 25 mètres carrés. Oui, 25 mètres carrés. Finalement, c'est le plafond et le sol. Mais bon, on n'aura pas la même surface de mur si la pièce elle fait 1 mètre par 25 mètres de long ou si elle fait 5 par 5 en fait. Donc, mais il suffit d'ajouter. C'est, j'ai envie de dire, du calcul de primaire. On fait. À ce niveau-là. Non, mais c'est ça. On mesure la longueur du mur qu'on a à peindre par la hauteur. En général, c'est 2,50. La majeure partie des hauteurs sous plafond, c'est 2,50. Et on se dit, allez, globalement, j'ai 20 mètres carrés de mur à faire. Les peintures, on va compter en général 1 litre pour 12 mètres carrés. À l'exception des façades où on est plutôt à 1 litre sur 7. 1 litre pour 12 mètres carrés par couche. C'est important.
Et il y a un deuxième truc qui est important, c'est qu'on va toujours avoir une partie du produit dans le rouleau. C'est-à-dire que notre rouleau, il va se charger en peinture. Cette peinture-là, on l'utilisera jamais en fait, parce que elle va, forcément, on va pas pouvoir complètement assécher notre rouleau en appliquant. Donc ça, c'est important parce que ça m'arrive souvent d'avoir des clients qui me disent sur votre bidon J'ai de pile poil 12 mètres carrés à faire. c'est ça. Sur votre bidon de 1 demi-litre, c'est marqué 6 mètres carrés, mais j'ai fait à peine 3. Ben oui, parce que finalement, dans ton rouleau, t'as pas loin de 200-300 millilitres de peinture, en fait, qui rentrent. Moi, Oui, parce que déjà, en fait, si attends, tu nous as dit tout à l'heure l'histoire d'1 demi-litre, donc ça fait 6 mètres carrés, mais comme il faut 2 couches, en fait, ça fait 3 mètres carrés de mur. C'est ça, exactement. En fait, faut compter 2 couches en général. Alors, si le résultat est bien en une couche, tant mieux, hein. Mais sur de la peinture murale, c'est pas, on n'attend pas de performance autre que de la décoration sur une peinture murale ou sur une peinture plafond. Donc finalement, une couche, 2 couches, si le résultat est bien, ça revient au même. Alors j'essaye tout le temps, par exemple, quand je peins chez moi, de faire tout en une couche. Je n'y arrive jamais. Ça, quand t'es sur de la couleur, ça peut être un peu compliqué quand même. Sur de la couleur, c'est super dur en fait. Tu fais ton mur, tu dis ouais, c'est nickel, puis en fait quand ça sèche d'un coup. Ouais, tu dis non, mais là en fait j'ai un manque là, puis là j'ai un manque, puis là c'est pas en fait oui, je vais refaire une couche quoi. Oui. Finalement, ça finit toujours quand même comme ça. Où j'en étais? Ah oui, sur les quantités. Donc on se dit finalement, allez, j'ai 20 mètres carrés à faire. En 2 couches, ça va me faire 40 mètres carrés. Donc, à raison de 1 litre pour 12 mètres carrés, il me faudra 3 litres et demi de peinture environ. Donc en fait, là, t'es marron. Faut prendre 1 litre de peinture au lieu d'un demi-litre. Non, mais c'est ça. C'est te dire, faut pas, je pense qu'à un moment donné, il faut pas aller à l'économie. Super à l'économie, parce que finalement, si tu te dis, je prends un bidon de 2,5 litres et un bidon d'1 litre parce que j'aurais pas besoin d'un deuxième bidon de 2,5 litres, mais si ça se trouve, pour X raisons, déjà juste parce que t'as de la peinture dans ton rouleau, parce que t'auras, je sais pas moi, eu l'idée de te dire tiens ouais, puis si je peignais l'encadrement de fenêtre qui est en face aussi, machin, c'est mieux d'en avoir un peu plus que pas assez. Parce que par contre, si on tombe sur un autre numéro de lot, c'est un peu comme les papiers peints, quoi. D'une peinture à l'autre, on peut avoir une très légère différence de teinte qui se verra pas si on passe d'un mur à un autre mur. Mais par contre, pour finir 1 mètre carré sur un mur, c'est sûr que ça va se voir, en fait, si on change de numéro de lot, même si la différence de teinte est infime, elle va se voir, en fait. D'accord. Mais tu vois, moi, j'ai eu l'expérience complètement inverse avec Résiste Extrême, qui est donc un de vos blancs rénovation, enfin blanc, grand blanc, je sais le pas grand comment blanc, c'est ça. S'appelait. Ouais. Et je m'attendais justement à devoir poser 2 couches. Et en fait, une seule couche et c'était impeccable. C'était sur une sous-couche? Ouais, c'était sur une sous-couche. Mais voilà, mais en fait, le Résiste Extrême, il est hyper couvrant. Il est, s'il était appliqué avec un bon rouleau, un 13 mm, etc., il y a pas de raison. En une couche, et si le résultat est bien, c'est parfait. On va pas chercher plus, en fait. Parfait. Je le recommande à 1000%, effectivement. En finition mat, il est génial. On voit aucune trace. Trop bien. Un conseil pro pour un rendu vraiment net, justement, on parlait des traces. Comment on gère les angles, les bandes de masquage, les temps de séchage, ce genre de trucs? Alors, tu fais pour pas avoir aucune trace? Aucune trace d'application. Faut respecter des températures d'application. On n'en parlera jamais assez, mais c'est pas parce qu'on a pris une semaine en plein mois d'août pour refaire sa cuisine qu'il faut appliquer la peinture en plein mois d'août quand il fait 35 degrés. À 35 degrés, il faut aller à la plage, en fait. Faut pas peindre sa cuisine, c'est une fausse bonne idée. On fait les travaux. Exactement. En fait, pour un résultat réussi, il faut appliquer les produits entre 12 et 25 degrés. Au-delà, il fait trop chaud, le produit va sécher trop vite, et c'est ça qui risque de nous faire des traces d'application. En dessous, il fait pas assez chaud et le produit va mettre très longtemps à sécher ou carrément va pas sécher du tout. Donc c'est important de bien respecter ces températures d'application. Il faut utiliser des outils de qualité et des outils adaptés. On a le fameux rouleau rayé or. C'est un rouleau qui est hyper connu de tout le monde. Tout le monde se dit je vais vous mettre ça, c'est pas le... Non, les rayés or, c'est toujours pour les applications de glycéro. Pour les acryliques, c'est important d'utiliser des rouleaux, ce qu'on appelle tissés. C'est-à-dire que
le tissu du rouleau fait pas des mèches, mais ça fait comme un peu crépus, voilà. Et ça permet d'avoir de jolis grains sur les peintures acryliques. De la même façon, on utilise des pinceaux, deux types de pinceaux, des pinceaux plats, des pinceaux à rechampir. Donc les pinceaux à rechampir, c'est les pinceaux qui sont ronds et un peu pointus comme ça, qui vont permettre de pouvoir bien dégager les angles. Si on est hyper doué, on le fait masquage. au lever, sans masquage, en étant bien régulier dans le geste. Mais on n'est pas tous très doués. C'est là que le ruban de masquage devient intéressant. Alors, 2 trucs qui sont importants. Bien coller le ruban de masquage, parce que si à cet endroit il est un petit peu soulevé, ça passe en dessous. C'est là que c'est... C'est la cata, c'est moche. Après, faut repeindre avec l'autre couleur sur l'autre mur, on n'en finit pas. Il faut prendre un ruban de masquage de qualité, hyper important, parce que les rubans de masquage beige pas cher, ils collent pas bien, ils s'arrachent quand on les décolle, ils décollent le support de là où ils étaient. Donc là, par contre, c'est super important de prendre des rubans de masquage de qualité. Et puis un dernier truc, le pinceau plat. Le pinceau plat, souvent, il est peu utilisé, alors en tout cas pour faire des murs, mais sur des boiseries, par exemple, c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser un pinceau plat parce qu'il va laisser moins de marques d'application que le pinceau à rechampir. Le pinceau à rechampir, il est super bien pour les angles parce que ça permet de pas aller buter sur le mur d'à côté. Mais sur toutes les boiseries, surfaces planes qu'on a à faire au pinceau, le pinceau plat, il est beaucoup mieux, il laisse beaucoup moins de traces en fait. Et sur les pinceaux, même combat, il faut des pinceaux avec des poils nombreux et souples. Nombreux pourquoi ? En fait, il faut qu'on ait une certaine tenue du pinceau en fait. Il faut qu'il se tienne bien, qu'il puisse absorber suffisamment de peinture pour pouvoir déposer suffisamment. Et sur les peintures acryliques, ce qui est important, c'est que les poils soient souples et affinés au bout en fait. Faut quand même que c'est parce qu'ils sont affinés au bout qu'ils vont laisser pas beaucoup de marques. Voilà. Et on le sent, ça sent à la main. Quand on les touche, on sent... Puis souvent on le voit parce que souvent les affinés au bout, le bout des poils est un peu plus clair en fait. Voilà. Ok, donc c'est principalement les bons outils, quoi, si je comprends bien. Les bons outils, les bonnes températures d'application, c'est ça qui va faire qu'on réussit un jour. Puis la bonne préparation du support quand même. Je vais quand même revenir une dernière fois dessus, parce que j'ai déjà bien lourdement insisté tout à l'heure, mais c'est super important de bien préparer ses fonds. Si on veut un résultat impeccable, faut un fond impeccable. Si on s'en fout du résultat, le fond... On peut faire n'importe quoi. C'est mon cas, moi. Il y a un trou dans le mur, je dis bon, c'est pas grave. Tu mettras un avec la peinture, Non, mais je laisse le pet dans le mur, c'est la vie du mur en fait. Et les temps de séchage, c'est quand même important. Les temps de séchage, c'est important, oui. On peut pas appliquer une peinture humide sur humide, c'est compliqué, quoi. Par contre, avec les peintures à l'eau, maintenant, on a des temps de séchage qui sont toujours relativement courts. C'est de l'ordre de quelques heures, de 2 à aller max 8. 10 heures pour les peintures réno. Plus la peinture contient de résine, plus son temps de séchage sera long, en fait. Attention, parce que les temps de séchage, trop de temps de séchage tue le temps de séchage. On a des exemples, par exemple, sur des peintures garage, peintures pour les sols de garage. Si on attend trop longtemps entre couches, l'adhérence entre couches devient pas bonne parce que la peinture devient tellement dure que la deuxième couche adhère pas sur la deuxième. Donc là, après on l'indique évidemment sur l'emballage, mais respecter les temps de séchage, c'est bien, mais trop de temps de séchage, notamment sur des produits qui sont techniques et qui doivent pouvoir être très lessivables et très résistants. Trop de séchage, c'est pas très bon en fait. Il faut pas attendre parfois trop longtemps entre les couches au risque de mal adhérer entre couches. Voilà. Ok. Et alors, est-ce qu'on croise ou pas quand on applique le rouleau? Alors, croiser, ça sert à 2 choses. D'une part, à déposer au rouleau au plus près de chaque coin. C'est-à-dire, quand on va faire l'angle d'un mur, ça va passer à l'horizontale. Ça va permettre d'aller le plus près possible du plafond. Passer à la verticale, ça permet de passer le plus près possible du mur d'à côté. Et marque de pinceau. Et c'est ça, enlever, d'avoir le même grain, parce que le pinceau laisse pas de grain comme le rouleau en fait. Mais moi, ce que je conseille toujours, c'est d'appliquer en faisant d'abord un espèce de N ou de M au rouleau.
on applique, on croise dans l'autre sens et on retravaille un petit peu la peinture pour affiner le grain. Quand on la travaille, on affine le grain, en fait, et on termine de haut en bas et on passe au carré suivant. De haut en bas, donc tu viens décoller à chaque fois ou tu... Ah oui, tu viens décoller à chaque fois. C'est-à-dire que ta dernière passe, si tu veux un résultat nickel, tu prends ton rouleau, tu descends, tu relèves ton rouleau, tu le reposes en haut, tu redescends, et comme ça. C'est important. Pas du tout l'habitude de le faire. De le faire. Bah, c'est mal. Non, moi, j'ai déjà vu comme ça, des résultats où on voit comme des espèces de V, en fait. Parce que quand on fait comme ça, on va faire des V, un dans l'autre sens, un dans l'autre, hein, et ça se voit sur les murs, ça se voit sur les sols. Quand on vitrifie un parquet au rouleau, on peut avoir ce genre de marque. Donc, c'est ça qui va nous donner l'assurance d'avoir bien le même grain, le beau résultat, le beau tendu, voilà. Et un autre truc qui est super important, c'est de pas faire tous les rechampis avant l'application au rouleau, parce que c'est un truc qu'on a beaucoup vu dans une émission de télé auparavant, là. C'est ça. Où tous les rechampis étaient faits avant, et puis ensuite on applique au rouleau. Non, si on fait ça, en fait, la peinture, faut l'appliquer au maximum humide sur humide. C'est pour ça que quand il fait très chaud, on fait des traces de reprise, etc. C'est parce que quand on vient appliquer le carré d'à côté, en fait, le premier carré qu'on a déjà fait est déjà sec, donc la zone de chevauchement, en fait, elle se voit. Donc, c'est super important de pas appliquer quand il fait trop chaud et de travailler suffisamment vite pour qu'on puisse toujours travailler humide sur humide. Et c'est pour ça que quand on fait les rechampis, je fais le rechampi du carré que je vais peindre avec mon rouleau et ensuite je vais faire le rechampi du deuxième truc. Alors, c'est un peu chiant, faut quand même avouer, se dire bah tiens, je change d'outil entre deux parce que ça implique ça. Ben c'est là qu'il faut demander à son mari de faire les rechampis. Ben, c'est ce que je fais. Ça fait varier les plaisirs. Exactement. Donc, je dis tiens, un peu moins fordiste. Bichette me fait mes rechampis et moi j'applique avec mon rouleau et ma perche au plafond. Et après, si on a vraiment peur que ça sèche, tu nous dis, mettez dans un petit sac plastique le pinceau pour pas qu'il sèche. En attendant. Ah non, c'est pas que ton pinceau, c'est pas que ton pinceau sèche, c'est que ta peinture sur le mur sèche. Ah oui, donc il faut aller vite, il faut être deux. Oui. Non, faut pas forcément être deux, tu peux tout à fait le faire tout seul, mais c'est plus sympa de travailler à deux quand même, puis de mettre quelqu'un au boulot. Hein, c'est cool. Mais par contre, oui, le fait de mettre, alors tu mets pas ton pinceau dans un plastique, ça marche moins bien, puis ça va relativement vite à rincer. Si tu enlèves bien la peinture de dessus avec un chiffon avant, tu le rinces un peu sous l'eau. Le pinceau, c'est assez facile à laver et à sécher. Les rouleaux, c'est beaucoup plus compliqué à laver et à sécher. Là déjà, parce que tu nous l'as dit, ils ont la moitié du pot de peinture intégré dans les poils. Donc déjà, alors, si on veut le laver, le premier truc, c'est de le racler, en fait. Ça, c'est super important. On récupère, je pense, à chaque fois, au moins 100 à 200 millilitres de peinture. Hein. Et on fait et du coup, c'est hyper galère à laver parce que tu as beaucoup de peinture à enlever dans ton rouleau. Tu mets des heures et des litres d'eau pour laver ça, alors que des litres de peinture dans les eaux usées, quoi. Qu'on devrait pas faire. Normalement, il faut laver son rouleau dans un seau à part. En fait, moi, je garde des eaux. Pareil, je les ramène à Récupo ou bien à la déchetterie, en fait. Mais la première eau de lavage, il faut moi, j'ai un seau spécifique dans lequel je garde mes premières eaux de lavage. Au fond, ça finit par faire une boue. Au bout de quelques jours, on retrouve de l'eau claire qu'on peut verser, mais on peut conserver les boues. Et moi, je les rapporte en déchetterie, en fait. Mais c'est un bon tips aussi. Ouais, c'est chouette parce que ça permet d'éviter de mettre plein de polluants et plein de peinture dans les égouts. Mais déjà, bien racler le rouleau avant de le laver, c'est important. 2, le laver simplement avec du liquide vaisselle. C'est tout bête, hein, mais ça permet de super bien laver le rouleau. Et puis le laver que quand on a fini son chantier, c'est-à-dire entre deux passes ou même entre plusieurs pièces. Hop, on enduit bien son rouleau de peinture. C'est important qu'il y ait beaucoup de peinture dessus. On le roule sur un film alimentaire, comme ça il s'enroule avec le film alimentaire. On ferme bien des deux côtés, et là on peut garder le rouleau plusieurs semaines, en fait. Ça permet de pas gâcher de la peinture. Évidemment, ce qui est bien. Et on a parlé ruban adhésif. Tu nous as dit qu'il fallait en prendre un de qualité. Ouais. Mais on se pose toujours la question, à quel moment on l'enlève ? Il y a 2 écoles. 1, on l'enlève immédiatement après l'application de la peinture pendant qu'elle est encore humide. C'est touchy. Là, surtout si t'as encore une couche à faire après. Si t'as encore une couche à faire après, t'es dégoûté parce qu'il va falloir remettre du ruban de masquage, on est bien d'accord.
La deuxième solution, c'est de l'enlever une fois que les travaux sont finis. Mais attention, la peinture, elle aura séché. Ouais. Donc, ce qui risque de se passer, c'est que le trait soit pas hyper net quand on va venir arracher. Pour que ce soit hyper net, il suffit de passer un petit coup de cutter au bord du ruban de masquage pour finalement couper le film de peinture. Et du coup, quand on va enlever le ruban de masquage, on a un rendu qui est bien net. On n'arrache pas, on risque pas d'arracher la peinture qui est en dessous, bien de faire du crénelé comme ça moche. Donc ça, c'est le truc pour enlever les rubans de masquage. D'accord. Donc toi, c'est plutôt l'école, tu l'enlèves à la fin, si je comprends bien. Ouais. J'avoue, moi c'est le truc que je déteste faire, c'est mettre les rubans de masquage en fait. Protéger le chantier, il y a rien de pire. C'est la peinture, l'horreur. C'est juste génial à côté. On est d'accord. Et alors, ce serait quoi l'erreur la plus fréquente que vous voyez? J'en vois deux. Un, les gens qui ne mélangent pas leur peinture. C'est-à-dire que finalement, souvent, ils prennent le bidon, ils le secouent, ils disent non, ouais, j'ai bien mélangé pendant au moins 3 minutes. Non, secouer n'est pas remuer. Il faut toujours mélanger avec une spatule, et puis pas avec un tournevis ou avec le bout de son pinceau, avec une spatule qui peut venir prendre le fond et bien rendre le produit bien homogène. Moi, j'ai déjà vu des trucs, un gentil client avec une lasure chêne clair, il a appliqué sur toute une palissade un bidon de 6 litres. Le début, c'était hyper clair, et plus on avançait, plus c'était foncé. Le dégradé. Exactement, parce qu'il avait juste pas mélangé son bidon. Donc c'est super important de bien mélanger. Tu es en train de souligner que c'est pas que avec la peinture qu'il faut mélanger. Avec tous les produits, on est bien d'accord. Tous les produits, on les mélange avec une spatule pour les rendre homogènes. Enfin, avec un petit morceau de bois large ou un truc comme ça, pour pouvoir aller chercher ce qui est au fond et bien le remonter. Et on le fait pendant plusieurs minutes. Et avec un mélangeur. Oui, après avec un mélangeur, faut quand même. Le truc, c'est qu'il va falloir quand même remonter le haut vers le bas. Il y a deux solutions pour faire ça. C'est soit on crée un vortex, c'est-à-dire un gros trou au milieu de la peinture. Tu vois comment ça fait quand tu. Je vois. Le problème, c'est que j'imagine quoi. Le trou noir. Le pot, il n'est pas assez haut sur les côtés pour que le trou puisse se créer. Non, on peut mélanger au mélangeur à peinture, mais derrière, faut remettre un petit coup de spatule pour bien remélanger tout le truc. Et il me semblait que j'avais un autre truc. Il y a deux trucs. Le mélangeur à peinture, ou bien sinon, avec le mélangeur à peinture, il faut monter et descendre, mais de la même façon, ce qui est sur la tige du mélangeur, ça va gicler dans la pièce. Donc, il faut quand même repasser quand même un petit coup avec la spatule. La deuxième erreur que je vois hyper fréquemment, c'est les préparations de support, en fait. C'est les gens qui appliquent en n'ayant pas préparé ou mal préparé, ou finalement qui disent le mode d'emploi après avoir appliqué le produit et se rendent compte qu'ils n'ont pas bien préparé, alors que c'est trop tard et que le produit est déjà appliqué. Donc ça, c'est hyper important. Je reviens quand même sur les températures d'application, parce que ça, c'est aussi la troisième erreur à faire, c'est se dire bon, j'avais prévu de le faire aujourd'hui, il fait 35 degrés, mais je le fais quand même aujourd'hui. Non. Prévoyez vos peintures au mois de octobre-novembre, ou bien février, mars, avril, quoi. C'est pas mal ça. Ou en Bretagne quand on veut. C'est vrai aussi. Bon, très bien. Est-ce que quelque chose à ajouter sur les conseils d'application? Non, je pense que t'as tout dit, hein, Fanny. Là, j'ai repris un cours. Non, mais tous les jours. Non, je reviens juste sur un tout petit détail, c'est la longueur des poils de rouleau. C'est super important. Tous les types de rouleaux, oui. Tu m'as fait un cours ce matin sur les rouleaux. Ouais, mais bon, là, je peux pas montrer, oui, donc c'est compliqué. Mais effectivement, c'est important. Mais ce qui est important, c'est que si on veut bien couvrir, faut des poils suffisamment longs et des poils adaptés aux produits qu'on a à utiliser. Quand on peint du mur, on peint avec un rouleau entre 12 et 14 mm, et si aussi avec une peinture acrylique, la majeure partie du temps, avec un rouleau tissé ou texturé. Ok. Quand on veut avoir des rendus bien lisses, je pense notamment avec la gamme Reno, là on utilise du 4-5 mm velours en fait, qui va nous donner des rendus bien lisses et bien tendus. Voilà, ça c'est important. C'est pour ça que dans certains magasins, avec la gamme Reno, on propose en fait des rouleaux. Alors c'est à côté, mais on propose un rouleau à marque V33 qui est vraiment adapté pour ces peintures-là, quoi. Très bien. Bon, alors on va passer maintenant plutôt inspiration, tendance, couleur. Comment est-ce que vous construisez vos nuanciers? Ça, c'est toujours une question que je me pose.
comment est-ce que vous choisissez les nouvelles teintes et de manière générale, effectivement, les couleurs qui vont composer un nuancier? Bon, c'est une grande question, effectivement. Alors déjà, on a le cadre de la marque, en fait. C'est-à-dire que la marque, elle a une plateforme de marque, elle a un périmètre. Et en fait, ça nous donne déjà un premier cadre pour définir les nuanciers. C'est-à-dire que V33, déjà, on veut c'est une marque qu'on veut accessible. Donc on est Grand public. Voilà, grand public. Donc on est sur des couleurs plutôt faciles. Et puis en fait, ça fait 40 ans que V33 commercialise des peintures couleurs et même pour tous les nuanciers bois, etc. Donc on capitalise beaucoup aussi sur l'expérience et sur ce qui s'est vendu. Mais globalement, quand on a un produit quel qu'il soit, on se dit qui va l'utiliser pour quelle pièce. Est-ce que c'est intérieur ou extérieur? C'est vrai que à l'extérieur, il y a des codes plus techniques. Des fois, on a des codes type RAL. Donc nous, ça, c'est des codes qu'on intègre aussi dans la construction des nuanciers. Il peut y avoir aussi des chartes locales, des PLU. Donc là aussi, on essaye d'y penser. Voilà. Le vert Provence, voilà, effectivement. Bleu Bretagne. Le bleu breton. Le breton, voilà. Voilà, donc c'est des choses importantes à prendre en compte à l'extérieur. À l'intérieur, on propose plutôt un très large choix de couleurs, pour que chacun puisse exprimer ses envies, sa personnalité comme il l'entend. Et après, sur des pièces type cuisine ou salle de bain, c'est vrai qu'il y a des tendances de décoration un petit peu plus spécifiques pour ces pièces-là. Donc là aussi, pour les produits dédiés à ces pièces-là, on adapte le nuancier. Et après, comment concrètement ça se passe? En fait, on a nos couleurs 20-80. Souvent, les 20-80, c'est des neutres. Donc, après, on a nos neutres, on intègre des couleurs intemporelles, puis des couleurs plus tendances, et puis on met des couleurs accents. Les couleurs accents, elles sont un nuancier, il vit aussi tous ensemble et puis il faut qu'il y ait des couleurs qui viennent le réveiller parce que c'est vrai qu'en magasin, il y a ils sont tous ensemble, c'est pas le cas chez soi, mais effectivement pour pouvoir discerner les couleurs les unes par rapport aux autres, c'est intéressant que ils soient rythmés et ponctués de touches de couleurs, même pour venir répondre aux envies les plus pointues. Voilà. Et c'est vrai qu'on travaille les nuanciers à peu près tous les 4 ans. Par exemple, là, dernièrement, on a revu la gamme Colorissime. On a revu 50% de la palette de couleurs. Voilà, et on essaye toujours d'être dans l'air du temps. Ce qu'on fait, c'est que on surveille les tendances montantes, on travaille avec des bureaux de style. Voilà, on se rend sur des grands salons de la décoration et du design pour effectivement être à l'affût et toujours en veille sur les dernières tendances. Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est que nous, comme on travaille les nuanciers quand même à un horizon plutôt long, 4 ans, donc on intègre toujours, des couleurs qui vont arriver ou qu'on suppose qu'ils vont arriver. Donc, c'est vrai qu'en fait, il y a une espèce de rotation qui se crée. Et puis, pour vous donner des petits exemples, là, par exemple, le terracotta était très, très, très présent et il l'est toujours. Mais par exemple, on commence à voir qu'il va se tendre vers du marronné, des choses plus cuir. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on avait déjà commencé à voir. Donc la gamme avait déjà, intégré. Le changement. Voilà, exactement. Donc effectivement, terracotta, ça fait déjà des années qu'il. Voilà. Mais on savait que ça allait durer et que ça allait évoluer, en fait. Donc voilà un petit peu comment on fait. On applique notre méthode aussi très scientifique finalement qu'on a sur le développement des produits, sur la construction de nos nuanciers. C'est-à-dire qu'on met vraiment de l'expertise au service de la couleur et on met une attention très particulière sur les nuanciers qu'on choisit, sur les couleurs qu'on choisit dans les nuanciers. Et puis ça dépend aussi de la largeur de la profondeur du nuancier. Voilà, sur la gamme rénovation, on a des nuanciers assez courts, 12 à 16 couleurs. Donc du coup, on fait des choix. Après, sur Colorissime, on a une liasse jusqu'à 150 couleurs et donc du coup, on peut s'exprimer plus largement.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans une grande partie des magasins de bricolage en France, on a aussi un comptoir avec une machine à teinter. Et ça Oui. permet en fait au consommateur d'obtenir une couleur sur mesure. Donc en fait, s'il veut une couleur vraiment enfin la même couleur que son rideau, que son coussin, il vient avec un échantillon et derrière on peut trouver une couleur la plus approchante dans la base. Et Écoute, voilà. tu fais bien d'en parler parce qu'on en a parlé justement la semaine dernière avec D'accord. mon invité qui a fait appel à V33 pour aller sur une couleur sur mesure pour rénover un dressing. D'accord. Et elle nous avait raconté ça. Mais je voulais pas te couper dans l'élan. Non mais voilà, voilà les grands principes. D'accord. Et alors, selon V33, c'est quoi les tendances couleurs qui se dégagent clairement aujourd'hui ou c'est même plutôt demain, en fait, finalement? C'est ça qui est intéressant. Alors, aujourd'hui, on a la tendance des neutres chauds qui viennent vraiment faire de l'ombre au blanc. Et alors là, c'est plus à titre plus personnel, mais nous, on trouve ça très chouette parce que c'est pour des intérieurs chaleureux. Et donc c'est vrai depuis quelques années, on retrouve en fait ce besoin de se créer un cocon. La maison est encore plus une valeur refuge qu'avant, donc les couleurs chaudes reviennent en force. Et après, on a la tendance des verts qui s'installe clairement plus que comme une couleur tendance, comme des intemporels. Oui. Voilà. Ça fait partie des neutres maintenant, finalement. Oui, voilà, presque. Et puis, on disait tout à l'heure, effectivement, dans les terracottas évoluent, mais aussi, voilà, il y a des bleus qui reviennent, il y a des choses peut-être plus pointues qui viennent à peine, j'allais dire, se violacer, mais bon, on n'y est pas encore, c'est plus par touche, voilà, et c'est un peu plus loin. Des roses, des violets, on commence à en voir un petit peu, des vieux roses, des choses comme ça, là. Oui, le violet était quand même très présent dans les tendances mode ces derniers temps, donc en général, ça va de pair. Oui. Avez-vous une couleur qui marche chaque année, peu importe la mode? Alors, ça va pas être très original comme réponse, mais le blanc. Le blanc, c'est sûr. Mais alors après, nous, on se dit le blanc, puis il est neutre en fait. C'est vraiment des fondamentaux. Alors après, chaque blanc, c'est plutôt les blancs. Les blancs, parce qu'il y en a tellement. Exactement. Et puis alors après, ça dépend depuis quand. En ce moment et ces dernières années, on peut se dire que le vert, voilà, il fonctionne chaque année sur une période un peu courte, mais voilà, mais non, mais on est sur les neutres en fait. Finalement, on a tous envie de beaucoup de couleurs, mais ceux qui sont les couleurs les plus plébiscitées, c'est les neutres. Oui, celles qui vont, dont on ne va pas se lasser dans le temps. Après, dans les neutres, il y a beaucoup de subtilités différentes, il y a beaucoup de déclinaisons différentes, et c'est vrai que on peut aussi avoir des choses plus profondes et plus colorées aussi dans des neutres, beiges, mais voilà, les exactement, beiges rosés, exactement. C'est sûr, on est d'accord. Si on parlait maintenant un peu plus de choses qui vous touchent personnellement, est-ce que vous pouvez nous raconter un moment marquant que vous auriez vécu chez V33? Alors moi j'ai vécu le lancement de la gamme rénovation et même la création en fait de ces gammes rénovation. Donc c'était des produits pour les supports spécifiques dans les cuisines et les salles de bain. En fait, quand ça arrive et qu'on lance, en fait, on se rend pas compte que maintenant, plus de 10 ans plus tard, en fait, on a créé un segment et on a vraiment répondu à un besoin qui n'existait pas, en fait. Il y avait finalement, et donc, avec du recul, ça paraît incroyable. Sur le moment, on se rend pas compte que c'est incroyable, mais avec Vous avez révolutionné le marché, quoi. En tout cas, alors plus humblement, je dirais, en tout cas, on a apporté une vraie nouvelle solution qui n'existait pas en peinture. En tout cas, ça existait avec de la résine, par exemple, mais en solution peinture qui est beaucoup plus simple, ça n'existait pas. Et voilà. Donc moi, c'était un mot. Après, il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué. Moi, ça fait 17 ans que je travaille pour le groupe V33. Et on en a passé des époques, mais voilà. Moi, je pense que les événements les plus marquants pour moi, c'est les moments de convivialité chez V33. Faut quand même bien avouer qu'on rate jamais l'occasion. Les apéros d'équipe. Exactement. Vous n'êtes pas Jurassic C'est vrai. pour rien. Exactement. Et pas seulement les apéros d'équipe, les apéros de société, en fait. C'est un peu ça. Ouais. On a quand même beaucoup de moments partagés. Et ça, c'est aussi l'apanage des boîtes familiales comme nous, en fait, parce que c'est pas donné à tout le monde. Et
on est là, on est juste parce que malgré tout, on reste une boîte française, une boîte locale. Tout vient du coin et voilà, tous les gens avec lesquels on bosse, c'est On les connaît. non mais on est proches, oui. on est proche de tout le monde en fait. On connaît des gens partout, que ce soit dans tous les services ici, dans les ateliers, à la logistique. On se croise à Super U, au match de foot, partout. Ouais, c'est ça. Donc ouais, vraiment, moi, ce que je retiendrai, c'est un peu ça chez V33. Ok. Et alors, qu'est-ce qui vous rend fier de travailler pour cette marque? Moi, je suis très fière de travailler pour... En fait, je fais du marketing quand même. Et en fait, je pourrais pas faire du marketing pour des produits pas de bonne qualité ou qui respectent pas les gens. Et en fait, les valeurs en fait de nos dirigeants et les valeurs d'entreprise, il y a le respect. Et du coup, on a souci de faire notre travail avec authenticité, d'être le plus vrai possible. Et ça, moi, ça me plaît beaucoup. Ce qui me plaît beaucoup aussi, c'est le format familial. Je veux dire, on a une proximité aussi avec nos dirigeants qui est là au quotidien. Oui. Et ça, c'est vraiment... Que je m'attendais pas à croiser la PDG oui. juste en venant m'installer là tout à l'heure. Mais... oui, et il y a ça rejoint la proximité dont tu parlais. Et on a beau être dans une entreprise qui fait des produits où on pourrait critiquer le côté sain, néanmoins je suis fière de le faire le plus proprement possible. Et je suis très attachée à l'entreprise, au Jura aussi. Pourtant je suis pas originaire d'ici, mais maintenant je m'y fais beaucoup, et aussi à cet engagement local. Pour moi c'est quelque chose de très important à titre personnel. Voilà, les circuits courts, les choses comme ça. Donc voilà. Ouais, ce qui me rend fière de V33, ça reste malgré tout la qualité de nos produits. C'est vraiment pour moi le marqueur important de V33 et le tournant qu'on prend, parce que moi, quand je suis arrivée chez V33 il y a 18 ans, on démarrait des peintures de finition en fait. C'était vraiment le tout début des peintures intérieures chez V33, et quand je vois maintenant la qualité des produits qu'on fait, je suis bien placée au service conseil. En fait, j'ai tous les jours des clients au téléphone, et voilà, moi je suis hyper contente de ça, de pouvoir être fière de mes produits et de ce que je fais en fait. On est d'accord. C'est essentiel. C'est ouais. un moteur. Ouais, moi, j'aimerais bien que bien plus de gens sachent tout ce que V33 fait pour eux en fait. Ça, c'est vraiment. Non, mais je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas conscience qu'on est finalement, on n'est pas une multinationale, qu'on n'est pas une énorme boîte. Voilà, qu'on est très... Vous êtes combien de salariés? On est au total 700 sur donc le siège ici, plus des filiales, parce qu'on a des filiales en Europe, donc en Angleterre, en Belgique, en Pologne, en Espagne, en Italie, en Suisse et en Suisse. Donc voilà, on a, mais au global, on est 700 plus les commerciaux sur le terrain. Je pense que ici sur site, on doit être 450-500 à travailler. Et donc, puis on vit grâce principalement à notre activité en France en fait. Et donc on essaye d'ouvrir aussi nos frontières à l'international aussi. Ce sera la clé aussi de notre survie. Oui. Voilà, mais voilà, exactement. Donc ouais, c'est pour ça qu'on a des gens dans des filiales qui travaillent aussi localement sur des problématiques qui sont locales, pour pas faire juste de l'export, mais de l'international pour de vrai. C'est-à-dire pour être capable de développer des produits qui répondent vraiment aux besoins. Enfin, un Polonais a pas les mêmes besoins qu'un Espagnol, en fait. C'est sûr. Et c'est assez marrant. Ouais, c'est assez marrant parce que comme par exemple en Angleterre, les gens ils peignent tous les ans et donc ils ont pas du tout les mêmes attentes sur la qualité, qu'en France. Enfin, on a vraiment. C'est d'ailleurs tout à fait passionnant de s'intéresser aux différents usages des autres pays. Voilà. Mais du coup, voilà, on est localement, V33, c'est un vrai acteur qui fait travailler des gens dans son entreprise, plus des entreprises locales, etc. Donc c'est chouette. Et si vous aviez un cliché que vous auriez envie de déconstruire sur la peinture ou sur votre métier? Alors, moi, c'est sur la marque.
souvent, V33 est perçu comme une marque technique et j'aimerais déconstruire ce cliché parce que oui, on a une ADN technique, mais nos produits ont une dimension esthétique quand même très forte et on vient avant tout embellir la maison. Oui, le protéger, l'entretenir, mais en fait, ce qui fait aussi surtout plaisir, c'est que ce soit beau, qu'on se sente bien chez soi. Et ça, c'est vrai que c'est un cliché qui même si on y travaille, qui est un peu la peau dure. Ouais. Moi, c'est sur mon métier. En fait, ce que je voudrais déconstruire, c'est que je suis pas le bureau des pleurs. En fait, tout le monde se dit, ah, ma pauvre, tu bosses au service conso, tu dois avoir tous les gens qui se plaignent tout le temps, qui sont pas contents. Mais en fait, la majeure partie des appels ou des mails ou des chats qu'on traite, c'est pour du renseignement et pour accompagner les gens dans leurs projets et pour leur donner les meilleurs conseils pour réussir leur chantier. En fait, donc finalement, les réclamations, ça représente qu'une toute petite partie de notre travail et je suis pas le bureau des pleurs. Voilà. Très bien. Bon, on arrive à la fin de cet épisode. On va conclure avec la question que je pose tout le temps à mes invités. C'est la question phare. Si vous aviez un conseil, un seul, vous deviez n'en retenir qu'un, à transmettre à quelqu'un qui se lance dans la rénovation, ce serait quoi? Achetez V33. C'est un bon conseil. Moi, si on veut pas foirer son chantier, je dirais appeler le service conseil. Appelez Fanny. Avant de faire le chantier, de 9h à 12h30, de 13h30 à 17h30, du lundi au vendredi. Et on est joignable également sur internet www.v33.fr avec le formulaire de contact et on répond en général hyper rapidement. Mais il vaut mieux appeler avant de faire la bêtise qu'après avoir fait la bêtise. Et tous le numéro est sur tous les pots. Le numéro est sur tous les pots et sur nos sites internet. Et puis Fanny, elle est là dans le Jura, hein. Elle est pas au Maroc. Oui, c'est ça. Même si t'aimerais. Ouais, non, mais j'avais proposé une ouverture 24/24. J'habiterai à Tahiti pour pouvoir assurer l'autre tranche horaire, en fait. Mais non, on m'a dit non. Ah, dommage. Et est-ce que vous auriez une ressource à recommander quand on se lance dans un projet de peinture? Alors, on a des tutoriels qui sont faits aussi avec la participation de l'équipe de Fanny. Sur des vidéos tuto. Oui, sur la chaîne YouTube V33. Super. Ouais. Et le site internet où là, on va trouver tous les produits, toutes les fiches produits, toutes les FAQ sur les produits. Donc, ça peut être une ressource intéressante. Et toujours le 03 84 35 0000. Mais c'est vrai que le site internet est bien fait. Moi, pour l'avoir parcouru en long, en large et en travers, on arrive à bien voir les différences de produits, les comparer, à comprendre. C'est vrai, il est très bien. Merci infiniment à toutes les deux. Merci Mathilde. Merci Alison. Merci Fanny pour tous vos conseils et votre expertise. C'était vraiment passionnant d'en apprendre davantage sur V33, sur l'envers du décor de la fabrication des peintures, mais aussi sur tous les aspects pratiques, techniques et esthétiques qui entourent un projet de peinture réussi, parce que c'est ce qu'on souhaite quand même. J'ai adoré découvrir avec vous cette vision d'une maison belle, saine et durable, portée par une marque française engagée, ancrée dans son territoire, mais aussi à l'écoute des vrais besoins des particuliers. Je suis certaine que les auditrices et les auditeurs du podcast auront trouvé dans cet épisode une mine d'informations utiles et inspirantes pour leur projet de rénovation. Je vous invite donc d'ailleurs à consulter la description de l'épisode pour retrouver tous les liens utiles. On en aura parlé, les tutos et notamment le site v33.fr. Je mettrai même le numéro de téléphone du service conseil où vous pourrez découvrir les différentes gammes, les conseils d'application, les simulateurs de couleurs, mais aussi accéder aux espaces, inspirations ou conseils pour être bien guidé. Merci encore à vous deux et puis à très bientôt sur les clés de la réno. À bientôt. Merci Alison d'être venue jusqu'à nous. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.